Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia du samedi soir. J'aurais bien aimé vous faire entendre les grenouilles au printemps, mais à cause du confinement, impossible de me rendre au bord de l'étang. On voit Montréal très au loin, c'est ça les lumières qu'on voit à l'horizon, à 45 km de Montréal, du Mont-Saint-Hilaire. Nous sommes le samedi 17 avril 2021 pour le Vidéorandia numéro 16. Conception, animation et montage, Richard Glenn, l'ésotériste du Nouveau Monde. Notre invité, M. Frank Atem, métaphysicien, directement du nord de la France. Il y a une version pour les abonnés du club créé du mois d'avril, en privé, sur le thème « Au-delà du quantique ». Ne manquez pas de lire le complément surprenant de notre ami Gilles Surprenant dans le forum Orandia, dont le lien est ici disponible. Premier commentaire au-dessus de tous les commentaires et juste en dessous du Vidéorandia ici sur YouTube. Et aussi toutes les adresses qui seront mentionnées au cours de cette émission avec M. Frank Atem. À la régie, Spirale. Bonne émission. La semaine dernière, un physicien, M. Emmanuel Rensford, qui a été très aimé de la part de mon public. La semaine prochaine, un cosmologue, le cosmologue peut-être le plus connu de la planète Terre, qui s'appelle Jean-Pierre Petit. Et entre ces deux physiciens, un de la physique quantique et l'autre du cosmos, donc l'infiniment grand, on a un métaphysicien avec nous qui est aussi très connu et que j'ai rencontré il y a des années, des lunes de ça. Et ça m'avait tellement marqué ma rencontre avec lui parce qu'au début de l'entretien, je n'étais pas d'accord, vraiment pas avec ses opinions, ses idées. Et graduellement, il m'a réellement troublé et j'allais dire, il m'a confondu. Vous dites qu'il n'y a qu'une seule force dans l'univers. On sait que les physiciens sont rendus à en trouver 7, 8, 10, 12, on ne sait plus, là. Alors qu'au départ, c'était toujours les trois mêmes de base, c'est électromagnétique et gravitationnel. Bon. Et vous dites, non, c'est pas triple, c'est pas 10, c'est une seule et unique. Absolument. On peut... Vous l'appelez le magnétisme. Je l'appelle le magnétisme, mais je l'appelle l'être, la conscience et l'amour qui constituent l'être. Le yin-yang, si vous voulez, qui constitue le Tao, c'est la même chose. Ouais. Simplement, cette... Déjà, chez eux, il y en a deux. Il y a le noir et le blanc, il y a le yin et le yang. Il y a déjà une dualité. Vous dites qu'il n'y a pas de dualité, il n'y a qu'une seule chose et unique. Et c'est le magnétisme. Pour tous les physiciens là, dans vos laboratoires, là, tout revient à la notion du magnétisme au lieu de l'électromagnétisme gravitationnel. Et parce que depuis 1955, c'est les travaux de mon père qu'il a déposés à l'Académie des sciences à l'époque. Il est autodidacte physicien, si on veut. C'est pas péjoratif, autodidacte. Hein. Pour nous, là, au contraire, c'est quelqu'un qui est en dehors des circuits où on met des œillères à tout le monde. Je pense que vous avez raison. Si nous étions physiciens de formation, certainement nous n'aurions aucun moyen de comprendre l'univers. L'univers n'est pas un problème de physique. C'est pas du tout un problème de physicien. Tout simplement parce que l'épistémologie de la physique, elle suppose qu'on puisse prendre un objet, le vérifier, faire des expériences dessus, reproduire ces expériences, et ainsi de suite, ce qui n'est pas du tout le cas avec l'univers. L'univers, il n'y en a qu'un, et en plus de cela, l'observateur, qui est le chercheur sur l'univers, fait partie de l'univers. Donc il n'y a plus aucune objectivité possible du point de vue de l'univers, donc ce n'est plus un domaine physique. Donc à partir de là, il n'y a pas lieu d'être physicien pour parler de l'univers, et c'est une imposture quelque part que de faire croire que ce sont les physiciens qui vont nous donner un jour l'explication de l'univers. C'est pas du tout le problème. Et ça s'est terminé dans une apothéose d'amour et de compréhension l'un envers l'autre. Et je dois vous dire que je suis extrêmement content de le recevoir maintenant. Vous allez en faire connaissance. Peut-être que vous le connaissez déjà. Il a beaucoup de documents sur Internet. Et il vient de produire un film qui dure 7 heures. Vous m'avez bien compris. 7 heures de vidéo avec des intervenants qui arrivent coup par coup. C'est comme un séminaire.
Et il présente chacun des invités. À la suite de sa conférence, il revient nous donner un petit peu un lien entre chaque invité. Etc. Et en fin de compte, tout est conscience. Tout est conscience. Tout est conscience. Donc la matière est une forme de la conscience. La matière est une émanation de la conscience. Pour comprendre ce que c'est que la lumière ou ce que c'est que la matière, il suffit de comprendre la conscience. Puisque la matière découle de la conscience. On ne va pas chercher la matière, on ne va pas étudier la matière pour comprendre la conscience. Il faut étudier la conscience pour comprendre la matière. Donc la conscience est bien première, on est bien d'accord. C'est super. Je te remercie beaucoup, en tout cas, c'est très sympathique. Mais qu'il faut rapporter tout ça à la conscience, parce que la matière elle-même, c'est de la conscience cristallisée. Qu'il y a beaucoup plus de rapprochement entre la physique et la métaphysique qu'on ne l'aurait cru au départ. Et ce serait souhaitable. Parce que de toute façon, notre but à tous, c'est l'unité. Merci beaucoup. Okay. C'est moi qui te remercie. À très bientôt, j'espère. Salut. Au revoir. Alors, vous voyez le lien en bas ici de l'écran. Je vous le recommande. Prenez votre temps. Hein, vous écoutez, c'est comme si vous assistiez... Oui, c'est gratuit à part ça. C'est comme si vous assistiez à un congrès ou un séminaire et vous allez assister à des conférences qui sont données par Internet, évidemment, parce que la planète entière est confinée. Et là, je le retrouve dans son confinement. Il s'agit de M. Frank Attem. Ah oui, vous l'aviez vu annoncer déjà, vous saviez que c'était pour être lui. Bonjour Frank, ça va bien? Bonjour Richard. Oui, confiné comme ça, mais avec le téléphone rouge à côté de toi. Il est magnifique mon téléphone. Ah, c'est magnifique certain, mais hey, t'as du pouvoir mon ami. Hey. Poutine, puis le président des États-Unis là, pour arrêter un conflit nucléaire là, quand c'est nécessaire. Oui, non, c'est pas le téléphone rouge, c'est le téléphone orange, c'est le contact direct avec le cosmos. Bravo. Hey, écoute, Franck, tu te souviens de notre rencontre? Ça remonte à il y a très longtemps dans un hôtel de la rive sud de Montréal qui s'appelait l'hôtel Ramadahin dans le temps. Maintenant, il s'appelle l'hôtel Sandman. Là où je faisais habituellement mes rencontres. Et tu te souviens, hein, au début de l'entretien, c'est arrivé avec des idées que je comprenais pas. Moi, je me disais, il y a 3 forces dans l'univers, où on pourrait même en parler de 5 si on rajoute les forces nucléaires fortes et nucléaires faibles. Mais les 3 grandes forces de base, c'est électromagnétique et gravitationnelle. Ça, tous les physiciens s'entendent là-dessus. Puis toi, tu arrives en disant non, il n'y a qu'une force. Eh oui, ça remonte à loin, hein. On n'a pas rajeuni. T'es en pleine forme, hein. Je vais te dire que t'as gardé tous tes cheveux. La barbe aussi. Moi, j'ai perdu mes cheveux pas mal. Hein. C'est super. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de te revoir. Et oui, ces 5 forces, c'est 4 de trop. Ben oui. C'est 4 de trop parce que l'univers, c'est une seule chose. C'est pas un agglomérat de plusieurs choses qui seraient... Il faudrait d'abord expliquer chacune d'où vient chaque force et se dire pourquoi elles se réunissent ces forces, pourquoi elles sont ensemble, qu'est-ce que c'est que cette histoire de forces différentes dans un univers qui est une seule réalité, une seule vie, une seule vie, oui, c'est ça. Il y a, oui. Ben, écoute, dans le credo, parce que j'ai reçu un théologien il y a 2-3 semaines à l'époque de Pâques, puis on reconnaissait que le credo annonçait déjà créateur des univers visibles et invisibles. Ah! Mais l'invisible est aussi dans l'univers de notre réalité. Ah bien sûr, oui, bien sûr. Mais il n'empêche que avoir besoin de plusieurs forces pour expliquer l'univers, ça veut dire qu'on se trompe, c'est tout. C'est pas compliqué à comprendre. À partir du moment où une théorie n'est pas simple, n'est pas la simplicité mais elle-même, il n'y a aucune chance qu'elle soit vraie. Et c'est pas parce qu'on a des réalisations technologiques que ces théories sont vraies. Des réalisations technologiques, on peut en faire énormément en observant, en mesurant, en comparant, en reproduisant des phénomènes. On l'a toujours fait. Par exemple, on sait faire du feu depuis toujours. C'est pas pour ça qu'on sait ce que c'est que le feu. C'est pas pour ça qu'on a qu'on a eu une théorie juste du feu. On en a eu 10 des théories du feu. C'est simpliste ce que je dis là, mais c'est vrai pour tout, n'est-ce pas? La chute des corps, on peut envoyer des satellites artificiels en échappant à l'attraction terrestre, c'est bien vrai, mais c'est pas pour ça que la théorie de la gravitation est juste. Ce sont des interprétations,
et ces interprétations, c'est justement ça qu'il faut remettre en cause à partir du moment où on a besoin de plusieurs forces différentes pour expliquer les choses, ou plusieurs théories différentes pour expliquer les choses. Tu te rends compte? On a besoin, le Tao, oui, c'est une seule réalité, yin-yang, une seule dualité qui est l'unité, bien sûr. Et ça se rapproche beaucoup, évidemment, de tout ce qu'on dit. Simplement, lorsque j'ai sorti mon premier livre en 85, quand la réincarnation devient une certitude scientifique, qui est où j'expliquais pour la première fois l'origine de la conscience, donc l'origine de l'énergie et l'origine de l'univers avec une seule énergie, une seule force, une seule réalité, eh bien, j'ai reçu tout de suite des témoignages de macrobiotiques et de taoïstes qui m'ont dit Monsieur Hatem, on vous décerne le 10e dan de philosophie d'Extrême-Orient. Alors je suis tombé d'eau, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça, le 10e dan de philosophie d'Extrême-Orient? Ils m'ont dit c'est simplement parce que Lao Tse, quand il est mort, il a dit moi je suis le 9e dan de philosophie de notre philosophie, mais un jour vous rencontrerez quelqu'un qui pourra vous expliquer la bifurcation yin-yang. Qu'est-ce que c'est que la bifurcation yin-yang? Eh bien, la bifurcation yin-yang, c'est la raison pour laquelle le Tao, c'est-à-dire le néant, est une dualité. Et cette dualité, c'est l'être. Et c'est l'énergie unique de l'univers, c'est l'énergie magnétique. Et cette énergie magnétique unique permet d'expliquer toutes les autres forces de l'univers. Mais si on commence par partir de plusieurs forces pour essayer d'en expliquer une seule, d'arriver à une seule, on n'arrivera pas. On n'arrive pas à faire une théorie unitaire des champs. On n'y arrive pas. Et on ne peut pas y arriver. Parce qu'on croit à ces 4 ou 5 forces différentes. Il faut partir de la simplicité même. Peut-être on peut appeler ça le Tao si on veut, mais il faut partir de la simplicité absolue et à partir de là développer les choses. Mais on peut pas. En Bretagne, je suis en Bretagne en ce moment. On dit c'est pas avec des miettes qu'on fait une tranche. C'est pas avec des miettes qu'on fait une tranche. C'est pas en ayant une théorie pour le temps, une théorie pour l'esprit, une théorie pour la matière, une théorie pour le cosmos, une théorie pour la vie, une théorie pour l'eau, une théorie pour autre chose qu'on va faire une tranche et qu'on va faire une théorie unitaire. Ça marchera pas. Il faut un principe unique et ce principe unique permet d'expliquer toutes les choses et toutes les forces et tous les aspects physiques, métaphysiques, psychiques, psychologiques, spirituels de l'univers. Et ça, c'est réglé. C'est réglé, mais encore faut-il qu'on veuille bien l'entendre. Bon, maintenant, tu sais que j'ai cogité notre entretien qu'on avait eu ensemble il y a des lunes et tu disais exactement la même chose il y a tant de temps. Et donc, ça a perduré, donc ça s'est comme confirmé par plusieurs éléments qui sont venus ajouter à cette vision des choses que tu avais déjà il y a très longtemps. Oui. En passant, il y a si longtemps que je me souviens de ton père, qui avait frappé avec son générateur d'électricité qu'il avait fabriqué avec une perceuse, là, Oui, avec l'énergie magnétique de toute façon, puisque tout est magnétique, puisque le magnétisme c'est la dualité yin-yang, c'est la même chose. Bon, donc, alors, avec ça, tout expliqué. Oui. Je connais l'aboutissement, et ce qui m'a renversé, c'est qu'un jour est apparu sur Internet et a été révélé une lettre laissée par Albert Einstein, le fameux Albert, là, le père de la relativité. Belle cravate. On dit que c'est le grand savant du 20e siècle. On donne la palme au 19e siècle à Nikola Tesla. Oui. Ouais, on va en parler de Nikola Tesla dans pas longtemps, là, entre nous. Mais Einstein aurait laissé ceci comme message à sa fille. Une lettre en lui disant « Ne l'ouvre pas avant plusieurs années pour que tu aies eu le temps de me maturer. Et ne la rends pas publique, surtout parce que tu vas recevoir des tomates. Et en plus, ça va peut-être enlever de la crédibilité à tout mon travail. » Est-ce que tu as entendu parler de ça? La lettre d'Albert Einstein à sa fille? Je ne sais pas ce qu'il lui a dit dans cette lettre. J'ai entendu parler d'une lettre. Écoute-moi bien, Franck. Il a terminé la lettre en lui disant « J'ai découvert le principe le plus important que j'ai découvert dans l'univers. » et qui réunit tous les autres principes, c'est l'amour. Ben oui, mais Einstein était un grand intuitif, un mystique quelque part. Et quand il dit le principe principal c'est l'amour, eh bien, qu'est-ce que c'est que l'amour en réalité? C'est en exprimant les choses d'un point de vue mental, parce que l'amour c'est quelque chose qu'on vit, c'est pas quelque chose de mental. Ouais. Le mot mental, c'est l'attraction. Mais l'attraction, ce n'est pas que la gravitation. Parce que pour qu'il y ait attraction, il faut être deux. Et donc, tant qu'il n'y a pas dualité, il n'y a pas attraction.
Et la dualité, elle est première. Et qu'est-ce que c'est que cette dualité? C'est la conscience. C'est la conscience qui fait que je te crois à l'extérieur de moi alors que nous sommes un. C'est le Tao, mais j'ai l'impression que tu es extérieur et moi j'ai l'impression d'être ici. Et l'ordinateur, etc. C'est la dualité. Et c'est parce qu'on se sépare qu'on peut s'unir. Or, qu'est-ce que c'est que la séparation si ce n'est la répulsion? La conscience, c'est la répulsion magnétique et l'amour, c'est l'attraction magnétique. Parce que attraction et répulsion, c'est l'énergie magnétique. Alors, essayer d'expliquer tout l'univers avec la gravitation seule, c'est impossible. Pour expliquer l'univers, il faut d'abord expliquer pourquoi il y a un univers. Après, une fois qu'il y a un univers, on peut expliquer qu'il y a de l'amour, qu'il y a de la gravitation dedans. Mais il faut d'abord expliquer pourquoi il y a la séparation. Comme pourquoi dans il y a la le dualité. symbole du Tao, il y a du noir, il y a du blanc. Alors, on pourrait dire des principes négatifs, positifs. C'est répulsion-attraction, parce que tout est positif. Il n'y a que la répulsion qui est la chose la plus positive qui soit, puisque on crée l'univers par la conscience. La conscience engendre l'univers. Peut-être qu'Emmanuel Ransford, il t'a parlé de ça aussi, je ne sais pas. Mais oui. D'ailleurs, c'est le seul physicien avec ses lettres patentes qui va dans cette direction-là. C'est pour ça que quand j'ai retrouvé Emmanuel Ransford, après aussi beaucoup d'années de décalage, j'avais conservé sa notion qu'il avait donnée. Et il dit, il a l'ure causalité, ure qui veut dire primaire, premier, une cause originale, originelle, voilà, qui est au-delà de toute manifestation dans la matière. Et ça revient à la partie la plus spirituelle qu'on appellerait, si on veut, là, si tu es d'accord, mais l'amour. Parce que c'est le principe énergétique de tout que nous, on appelle l'amour. Mais on ne parle pas d'émotion, on ne parle pas de ça. Là. C'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse. Ah oui, donc? Oui. L'amour, c'est après. L'amour, c'est à partir du moment où l'univers est créé. Tant que l'univers n'est pas créé, il n'y a pas l'amour. Qu'est-ce qui crée l'univers? Qu'est-ce qui est primaire? Qu'est-ce qui est premier? Mais c'est la conscience qui crée l'univers, c'est pas l'amour. L'amour, c'est la contrepartie de la conscience, c'est pour recréer l'unité à partir de ce qui est séparé. Et la conscience, c'est le fait de se séparer. Et ce qui est important, c'est la cause de la conscience. C'est pas simplement d'affirmer qu'il y a la conscience, c'est-à-dire la répulsion. C'est d'affirmer, d'ailleurs, ce que les physiciens recherchent tous les jours avec la matière sombre, matière noire, l'énergie sombre, etc. Et même Einstein, quand il parlait de la constante cosmologique, c'est parce qu'il sentait bien qu'il y avait la répulsion dans l'univers et pas seulement la gravitation. Einstein, c'est une théorie de la gravitation. Et ils ont bien rendu compte à la fin de sa vie que c'était pas vrai, qu'il s'était trompé. Il voulait cette constante cosmologique qu'il n'a jamais expliquée. Nous, c'est justement ça qui est important. Ce que disaient les taoïstes, la bifurcation yin-yang, c'est pourquoi il y a création d'univers. Pourquoi il y a quelque chose à la place de rien. C'est cela l'important. Une fois qu'on sait pourquoi il y a cette apparence de séparation, alors il y a l'amour. Et l'amour est la seule énergie, c'est vrai. Mais ce n'est la seule énergie qu'une fois que la conscience est là. Tant qu'il n'y a pas de conscience, il n'y a pas d'amour. On n'imagine pas qu'est-ce que ça voudrait dire l'amour sans la conscience. Mais est-ce que la conscience a eu un début ou elle est éternelle? Ni début, ni fin? Non, c'est pas dans ces termes-là qu'il faut poser la question. OK, moi je les pose à la manière populaire. Là. Je sais que tu es à la hauteur pour rajuster tout le temps, puis vas-y, gêne-toi pas. C'est justement ça, le grand problème des approches physiciennes des choses, c'est de croire que les choses ont une origine et de chercher dans le passé cette origine, alors que la question ne se pose pas du passé de l'univers. La seule question qui se pose, c'est pourquoi maintenant, dans l'instant présent, il y a conscience d'univers. Et pourquoi dans l'instant présent, il y a amour. Et pourquoi dans l'instant présent, il y a sensation de matière. C'est dans l'instant présent que ça se pose. Et c'est dans l'instant présent qu'on peut expliquer l'origine de la conscience et non pas dans le passé. Parce que c'est très simple à comprendre, très simple. Le temps, l'espace, c'est dans la conscience. C'est pas à l'extérieur de la conscience. C'est pas la conscience qui est dans le temps. C'est pas l'instant présent qui est dans le temps, c'est le temps qui est dans l'instant présent de la conscience. C'est notre conscience présente qui nous donne l'impression qu'il y a un passé, qu'il y a un avenir. Alors si on cherche l'origine de l'univers dans le passé, on se trompe totalement. Il faut chercher la cause dans le présent. Et c'est une cause. Ce n'est pas du tout une origine. Ça n'a rien à voir. La cause, c'est le contraire de l'origine. La cause, c'est la raison pour laquelle maintenant il y a un univers. Mais on ne cherche pas une origine dans le passé, parce que à tout instant, il y a toujours cette cause.
Et il y a toujours cette cause pour des raisons d'ailleurs qu'on explique maintenant, que j'explique dans le film en particulier d'ailleurs. Dans le film, et dans ton livre, je pense que derrière toi, il y a ton dernier livre. Montre-le, ton livre, le dernier livre. Oui, celui-là. Ici, c'est un livre qui est fait à partir de celui de mon père, Léon Raoul-Latem, qui toute sa vie a défendu cette idée qu'il y a une seule énergie, et que cette énergie, c'est l'énergie magnétique. Et lorsque quand j'avais 20 ans, que je faisais les corrections de ce livre, je m'étais rendu compte qu'il n'expliquait pas l'origine de l'énergie magnétique, mais que cette énergie magnétique permettait certainement d'expliquer l'origine de la dualité à partir du néant, puisque l'énergie magnétique, c'est l'opposition de deux principes et non pas de deux forces. Ce ne sont pas deux forces ou deux réalités qui s'opposent, ce sont deux principes totalement immatériels, un peu comme on dirait dans la Genèse d'ailleurs, dans les principes. Bereshit, ça veut dire dans les principes, ça ne veut pas dire au commencement, il n'y a pas de commencement. C'est dans les principes que les choses se font. Et les principes, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et donc, quand je faisais ces corrections, je me suis dit, mais puisque l'énergie magnétique permet d'expliquer tous les phénomènes de l'univers, qu'ils soient psychiques, qu'ils soient visibles, invisibles, peu importe, cosmiques, atomiques, tout est expliqué par l'énergie magnétique et la seule énergie magnétique. Et l'énergie magnétique, c'est l'opposition de deux principes qui s'annulent mutuellement. Mais alors, ça veut dire qu'on peut expliquer l'univers à partir du néant, à partir de rien, mais dans l'instant présent, pas hier. Il ne s'agit pas de dire qu'avant il y avait le néant et que d'un seul coup il s'est mis à y avoir l'univers. Ça, c'est absurde, ça n'a pas de sens. Alors, ces deux principes fondamentaux, comment on pourrait les nommer aujourd'hui? Mais c'est extrêmement simple. D'un point de vue mental et physicien, on dirait c'est l'attraction et la répulsion magnétique. Ok. D'un point de vue réel, donc la polarité positive, polarité négative, les deux s'annulent. Si tu préfères dire comme ça. D'un point de vue Jean-Pierre Petit va dans cette direction-là, lui. Il dit que dans l'univers, il y a un univers positif puis il y a un univers négatif. Et les deux univers cohabitent en créant des forces d'attraction, de répulsion, de gravité. Et que l'univers qu'on dirait positif, c'est l'univers manifesté avec les galaxies, les planètes, toutes les étoiles. Et l'univers négatif est tellement... il n'est pas capable encore de s'exprimer. Il est dans l'infrarouge, comme on pourrait appeler. Et il va demeurer dans l'infrarouge sans jamais devenir matériel, comme l'univers positif, qui lui a gagné sur le fait qu'il a pu réaliser des manifestations concrètes, matérielles, les atomes. Et tout a débuté dans sa fameuse, comme dans la Bible, hein, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Donc c'est le noir et le blanc, le brillant de la lumière et le ténèbre. Et dans le yin-yang, il y a à la fois le point blanc dans la partie noire et le point noir dans la partie blanche du yin-yang. Oui, ce qui veut bien dire que ce ne sont pas deux univers séparés. C'est pas un univers positif, un univers négatif. Il n'y a pas un univers qui l'emporte sur l'autre. Ça, ce sont des hypothèses qui n'ont aucun fondement. Des polarités, si on parle de magnétisme, on parle de magnétisme. Dans le magnétisme, hein, il y a des éléments positifs, des côtés négatifs à l'élément qui est magnétique. C'est pas une bonne idée d'utiliser le terme positif et négatif. Ok, vas-y. Parce que la répulsion est quelque chose de totalement positif. La répulsion, elle est dans la manifestation. Il n'y a pas un univers de répulsion, un univers d'attraction. Qu'est-ce que ça voudrait dire, ça? Il n'y a pas un univers où il n'y a que de la répulsion, un univers où il n'y a que de l'attraction. Il y a un univers qui est constitué grâce à la dualité attraction-répulsion. Oui, la dualité qui cohabite. Oui, mais c'est même pas qu'elles cohabitent, c'est qu'elles sont absolument inséparables. Tu ne veux pas séparer le yin d'un côté, le yang de l'autre. C'est comme si tu disais qu'il y a un univers yin et un univers yang. Qu'est-ce que c'est que cette invention? Pourquoi inventer des hypothèses de ce genre? Oui, c'est vrai que quand on parle du yin, on peut pas omettre de parler du yang. Les deux sont inséparables. Bien sûr. Donc on ne va pas dire qu'il y a un univers négatif, un univers positif. On dira qu'il y a un univers qui est à la fois positif et négatif. J'ai une feuille de papier, parfaitement plate, et je vais faire de la magie. Je la courbe de cette façon-là. Et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient, je ne sais pas si tu le vois, le symbole du yin-yang. Oui. Et regarde, dans ton point de vue à toi, je pense que les vagues sont sinistrogires, c'est-à-dire qu'elles tournent, elles tournent dans ce sens-là. Donc, contre les aiguilles d'une montre. Mais je garde toujours la main sur la même feuille de papier, sans rien modifier. Je ne fais que changer le point de vue. Oui. Et donc, ce n'est pas deux univers.
C'est pas deux univers, c'est ça c'est ça, on est d'accord là-dessus. C'est la même réalité, toujours la même réalité qui est là. La même réalité. Et les deux sont absolument positifs. Positif, négatif, pour moi, ça ne veut rien dire. C'est attractif, répulsif, oui, les deux sont absolument inséparables et inévitables. Il ne faut pas qu'il y en ait un seul, il ne peut pas jamais y en avoir qu'un seul, il faut qu'il y ait les deux. Il ne peut pas. Mais même dire qu'il y aurait un univers qui serait yin et un univers qui serait yang, non, c'est pas possible. L'univers, c'est yin-yang. Et c'est la dualité elle-même qui est créatrice. C'est pas autre chose qui créerait, d'une part, un univers positif, d'autre part, un univers négatif, et puis que l'un n'importera. Oui, puis quand on parle comme ça, négatif, positif, on a l'impression que c'est bon, puis pas bon, c'est méchant, etc. Oui, non, mais même. Enfin, bref, c'est pas ça tellement. L'important, c'est de comprendre que à partir de cette énergie magnétique, on peut expliquer tous les phénomènes. Donc tout ça est expliqué dans ce livre, et où j'ai une grosse partie écrite par mon père, qui va bientôt avoir 99 ans. Ah, il est toujours vivant? Oui, tout à fait. Oh, bravo! et il va battre le prince Charles comme c'est parti là. J'espère bien. En tout cas, c'est la métaphysique, ça conserve. Oui, qu'on sort. Et donc là-dedans, il y a un quart, un tiers de moi qui explique l'origine de l'énergie magnétique. Donc lui, il explique comment l'énergie magnétique engendre l'atome et le cosmos, etc. Sans aucun souci. Tout est parfaitement clair et défini. Mais où est-ce que ton père a pris ça, ces intuitions-là extraordinaires? Écoute, beaucoup de gens nous ont posé la question, beaucoup de gens ont étudié la question psychiquement, spirituellement nous concernant. Et on nous a souvent dit que c'était pas la première vie qu'on vivait ensemble, hein. Loin de là. C'est simplement la vie où on a abouti. Mais pendant des vies et des vies, on a travaillé la même chose, ou enseigné la même chose, ou chacun de son côté, ou ensemble, mais beaucoup souvent ensemble d'ailleurs, et depuis très longtemps. Et bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, j'aime pas beaucoup parler de moi, mais des messages qui nous expliquent d'où cela vient, j'en ai reçu particulièrement en 1985, au moment où j'ai écrit ce livre. J'ai été abreuvé de messages, on dirait de canalisation, etc., très très passionnantes. Et essayer d'expliquer dans cette vie d'où ça vient, ça n'a pas de sens. On peut dire concrètement, j'ai médité pendant 15 ans sur le néant, pour comprendre comment le néant était une dualité. C'est-à-dire comment le Tao est yin-yang. Pourquoi le Tao est yin-yang? Et pourquoi donc il y a cette dualité alors qu'il devrait y avoir néant? Je peux dire ça, c'est conjoncturel, c'est passé comme ça. Une quinzaine d'années de méditation là-dessus pour comprendre l'origine de l'énergie magnétique. Mais c'est pas ça qui est déterminant. Ce qui est déterminant, c'est tout ce qu'il y a eu avant, bien entendu, et depuis tout ce qu'il y a autour, puisque tout ça est dans la conscience depuis bien longtemps. Okay, donc ça ne sert pas à grand-chose de parler de soi à ce niveau-là. Non, mais tantôt, tu insistais sur le moment présent, et là, on comprend bien qu'on n'est pas comme la rose du Petit Prince qui croit que le soleil se lève au moment où elle bourgeonne et elle fleurit en disant « Ah, j'arrive en même temps que le soleil qui apparaît pour la première fois. » Pour la première fois pour elle sur sa planète, mais en réalité, le soleil est cyclique et il revient à tous les jours, même si elle n'était pas encore née. C'est ça. Alors, le jour où j'ai compris que la conscience naissait à chaque instant à partir de rien, évidemment, puisque si elle apparaît, c'est qu'elle est à partir de rien, sinon ça veut rien dire. Sinon c'est qu'elle apparaît d'elle-même ou qu'elle apparaît d'autre chose. Bon. Donc c'est pas une explication. Expliquer les choses, c'est les expliquer à partir du néant. Il n'y a pas d'autre façon d'expliquer les choses. Donc le jour où j'ai compris ça, pourquoi le néant était une dualité, j'avais compris pourquoi le Tao est yin et yang. Et donc pourquoi cette dualité permet de comprendre l'origine de l'énergie magnétique, puisque l'énergie magnétique c'est cette dualité. Et une fois qu'on a compris l'énergie magnétique, alors tout le reste suit, puisque tout ça est expliqué dans ce livre, pourquoi cela engendre l'effet de matière, la sensation de matière. Mais c'est normal que l'effet de matière soit une dualité, parce que la matière, c'est simplement une sensation de résistance, une sensation d'opposition à quelque chose qui résiste. C'est l'inertie qui est la sensation de matière. Mais ça ne veut pas dire du tout qu'il y ait de la matière. Le fait d'étudier de la matière comme on le fait en physique, ou de croire à la matière, ou de se dire il faut expliquer la matière,
Tout ça, c'est des hypothèses qui n'ont pas de sens. Parce qu'il n'y a pas de matière. Il n'y a jamais eu de matière. Il n'y a que la sensation de matière. Et la sensation, c'est de l'esprit. Il ne s'agit pas d'expliquer autre chose que l'esprit. Une fois, et cela est confirmé jour après jour par les physiciens quantiques qui, petit à petit, viennent à cela. Petit à petit, la science évolue vers les thèses qu'on défend depuis mon père 1955, quand il a déposé ça à l'Académie des sciences de Paris, et moi 1985. Mais petit à petit, la science se rapproche de ça. Ils sont bien obligés, puisque dans les accélérateurs de particules, etc., on est confronté à l'instant présent. On n'est plus dans le temps. On n'est plus capable de dire si une particule était ici il y a 5 minutes et si maintenant elle va être là. On ne peut pas le dire. On est obligé d'interrompre les mouvements pour observer la matière. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit dans l'instant présent? C'est qu'il n'y a pas de matière. Il n'y a jamais eu de matière. Il n'y a qu'une sensation de matière. Et là, on rejoint évidemment tous les sages de l'Antiquité qui ont toujours dit tout est illusion. Seul Dieu est réalité. Donc le créateur, le principe créateur, le principe qui engendre cette dualité, cela est réalité en permanence et cela, c'est la source de la conscience et par suite la source de l'amour. L'amour fait suite à la conscience. Tant qu'il n'y a pas conscience, il n'y a pas amour et ça s'explique parfaitement. Et une fois qu'il y a amour qui est là pour compenser, pour annuler en quelque sorte, pour compenser la conscience, alors il y a cette sensation de résistance entre ces deux forces opposées qui donne la sensation de matière, qui donne la sensation de particules atomiques. Mais personne n'a jamais vu une particule atomique. Ça n'existe pas. C'est une idée qu'on se fait, n'est-ce pas? Alors, dans le cosmos, on voit les atomes, c'est-à-dire les planètes, les soleils, etc., les galaxies, plus exactement. Mais ça fait encore partie de notre conscience, ça fait encore partie du mode de fonctionnement de la conscience. Pourquoi? Simplement parce que la conscience ne peut pas fonctionner autrement que sous forme discontinue. Et donc tout le contenu de la conscience et tout l'univers est le contenu de la conscience. C'est pas du tout un univers extérieur dont j'ai conscience, c'est la forme de ma conscience à un moment donné, qui est la forme d'un univers. Cette forme ne peut pas ne pas être discontinue, donc avec des planètes ici, des planètes là, des vies qui s'interrompent et qui recommencent ailleurs et qui sont séparées les unes des autres. Tout ça, c'est des choses qu'on explique parfaitement. L'univers est forcément discontinu, mais en fait, c'est pas un univers, c'est d'une sensation, c'est des sensations à l'intérieur de la conscience, et ces sensations sont toutes forcément discontinues, elles ne peuvent pas être continues, pour des raisons qu'on explique, mais on ne va pas rentrer dans ces détails-là. C'est beaucoup trop abstrait. Mais il y a une question. J'ai une question fondamentale. L'univers matériel qui se touche, qui se mesure dans l'espace-temps, on le voit ici derrière moi, là, à partir du Big Bang, tout l'univers a été manifesté. On appelle ça le phénoménal. Mais avant le Big Bang, on était dans le nouménal, le noumen, comme les Grecs disaient, c'est-à-dire le non manifesté. Chez les Juifs, ils vont parler du Ein Sof. Le Ein Sof, c'est l'œil, Ein, et le Sof, c'est le souffle. Et c'est quand Dieu, l'œil, a voulu se regarder. Dans la tradition juive, c'est exactement comme ça qu'ils expliquent. Et Dieu se retourna sur lui-même pour s'observer. Et par le fait qu'il s'observe, il prend conscience, exactement ce que tu dis, la conscience qui arrive avant tout. Et là, la conscience de Dieu, et Dieu, là, on ne veut pas dire un barbu, là, hein, on veut simplement dire un principe. Et les scientifiques aujourd'hui parleraient d'une fonction d'onde, c'est-à-dire que tout a toujours été, tout est. Et ça, on a de la misère à accepter que les choses soient comme elles sont. Il n'y a pas eu de début, il n'y aura jamais de fin. Mais tout ce qui a eu un début aura toujours une fin. Donc, la manifestation a eu un début, et elle aura une fin, la fin des temps ou la fin de l'univers. Les orientaux parlent de la respiration de Brahma. Hein? Brahma inspire et expire, ce qu'on a appelé les manvantara. Puis à ce moment-là, au moment où il y a transformation, il y a d'abord une expansion de l'univers, il y aura plus tard une rétraction, une contraction. Au lieu de Big Bang, ça va être un Big Crunch. Et on recommencera. Mais là, c'est des milliards d'années. Hein? C'est incommensurable. Alors, je reviens avec encore la notion que j'instruis mon public depuis un bout de temps sur le Ein Sof. Le Ein Sof Ur, parce que le Ur, c'est le feu. C'est la manifestation qui devient visible, qui devient matérielle et qui joue dans l'espace et dans le temps par la création de la lumière. Hein, Dieu sépara la lumière des ténèbres. De l'autre côté, on ne voit rien, on n'entend rien, il n'y a rien qui se passe. Tout est. Tout est.
Ton père, dans son livre, j'ai été surpris de voir que « Et l'univers fut ». Alors que c'est parce que, effectivement, et l'univers fut un jour avant, il n'était pas. Et il fut un jour. Parce que l'univers dont tu parles, c'est l'univers manifesté, mais avant cet univers visible, créateur des choses invisibles, et même avant des créations, il y avait le Ein Sof, c'est-à-dire l'état qui est au-delà de la réalité manifestée. Avec Emmanuel Ransford, la semaine dernière, on est allé parler de ça. On a dit il y a le phénoménal et il y a le nouménal, le noumen, comme les Grecs avaient supposé. Et là, je te laisserai réagir à ce que je viens de dire. Mais est-ce que tu connais le principe de l'arbre des séphirotes, oui. Bon, tu connais, hein? Et en haut, tout à fait, c'est le Ein Sof. Oui. Mais après ça apparaît l'ordre, et de l'ordre apparaît ensuite le temps, et ensuite l'espace. Alors la planète Terre est ici en bas, parce qu'au début, ça a été l'ordre des choses, et ensuite on descend dans le temps, et à partir du moment où le temps commence à cogiter, les choses deviennent de plus en plus matérielles, lourdes, massives. Mais derrière tout ça, il y a quelque chose qui est phénoménal. C'est que on se demande qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang, avant la singularité de la création de l'univers. Il n'y a jamais eu de Big Bang, il n'y a jamais eu de singularité, ce ne sont que des calculs, et ces calculs ne sont que des hypothèses dont on n'a pas la plus petite preuve. Ben là, actuellement, on est sûr avec Hubble que l'univers est en expansion. On comprend donc qu'il y avait une contraction qui pouvait arriver. Et les orientaux parlent de la respiration de Brahma. Là. Oui, la respiration de Brahma, c'est dans l'instant présent aussi. Mais ce qu'a vu Hubble ne permet absolument pas de conclure à une expansion de l'univers. C'est une interprétation de phénomènes qu'on observe. Oui, on observe des phénomènes, mais c'est pas le problème d'observer des phénomènes. Tant que tu observeras des phénomènes, tu observeras que le phénoménal, et c'est pas ça qui te donnera quoi que ce soit au sujet du nouménal, comme tu dis. Il faut pas interpréter la Kabbale en termes physiciens. Les physiciens, ça fait que 300 ans que ça existe, la physique. Et l'erreur physicienne, elle date de 300 ans. Mais la Kabbale remonte à bien plus vieux que ça. Et la Kabbale n'a jamais dit qu'il y avait un commencement à une époque donnée. Ben, la Kabbale, c'est Ein Sof. Mais oui, mais même l'arbre des séphirotes. Oui, c'est la Kabbale qui a récupéré ça, mais ça vient directement d'un ange qui est apparu à Abraham en lui remettant ce petit manuscrit de quelques pages seulement. Là. Il dit que tout est contenu dans ce dessin. Ben, le dessin, ils l'ont fabriqué après, mais l'information qui était dans le message de l'ange qui est venu porter ce document-là à Abraham, mais là j'ai expliqué justement qu'Abraham, ben, c'est celui qui est né de Ur, des magiciens. Là. Oui. Mais continue. Oui, Franck, c'est important. On se parle là, mais je sens qu'on est à l'aise d'être capable de s'échanger et puis de. Oui, mais c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est sympa. Mais l'arbre des séphirotes, il date du XIIIe siècle. Oui, c'est ça. C'est les Juifs espagnols du XIIIe siècle. Oui. C'est pas Abraham. Et oui, la notion de l'arbre des séphirotes a été donnée à Abraham. Ça, c'est dans la tradition juive. Avant qu'il fasse le dessin avec les sphères et tout ça, là. Ça, c'est arrivé plus tard. Et il ne faut pas interpréter Malkout comme la terre et Keter comme le ciel et dire que ça va de l'un à l'autre. Parce que Malkout est le Keter d'un autre arbre des séphirotes. Exactement. De même que Keter est le Malkout d'un autre. Exactement. Tout ça est éternel. C'est pas un commencement. Il n'y a pas de commencement à l'univers. Comme les poupées russes. Oui, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de commencement à l'univers. Donc il n'y a pas de Big Bang. À un moment, il n'y avait pas d'univers et d'un seul coup, il y a un univers. Comme si tu supposais tout à l'heure que Dieu, il se tournait les pouces, il faisait rien, et puis un jour, il a dit, j'ai envie de prendre conscience de moi-même. Alors, je vais créer un univers. Mais non, il n'y a pas de commencement. C'est l'état de l'être. Être. Quand il y a quelqu'un qui lui demande, il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham fût. Je suis, parce que le Christ, l'état christique était justement pas dans il est venu dans la manifestation comme le Jésus, là, le Nazaréen, mais son essence, justement, dont on parlait, là, avant tout, avant la manifestation, dans l'essence même, le Ur causal, ben, il était dans une énergie associée au Père. Qui me voit le Père. C'est à un niveau métaphysique. Écoute, je parle avec Franck Athènes.
Et c'est un métaphysicien. Il n'en pleut pas. Il y en a beaucoup qui se prétendent être métaphysiciens, comme d'autres qui vont se dire physiciens. Mais ils ne savent pas toujours ce que c'est que la métaphysique, parce qu'en général, pour la métaphysique, elle aboutit à la religion, et ça ne va rien du tout. Oui, non, d'accord, c'est ça, mais c'est difficile, hein, c'est de marcher sur une corde raide pour garder son statut métaphysicien sans tomber d'un côté ou de l'autre de la corde raide, exactement. Moi, ce que j'enseigne, c'est la haute métaphysique, c'est-à-dire la métaphysique hyper rationnelle. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de faire partir ou l'arbre des séphirotes ou quoi que ce soit, ou un Big Bang de Dieu. Ce que font d'ailleurs tous les physiciens aujourd'hui, c'est de s'en remettre à Dieu pour expliquer cette singularité. Hein. Il y a plein de physiciens qui en fait croient en Dieu. Et c'est tout à fait normal. Einstein croyait en Dieu. Un des rares physiciens, hein, d'ailleurs, la dernière scène où on a mis les personnages des physiciens, à la dernière scène, on a mis Einstein au milieu qui représentait Jésus et qui était en fait le seul croyant. Mais c'est un juif d'origine, c'est normal, les juifs sont imbus mais pas de religiosité, de spiritualité, d'une notion qui est au-delà du holomatière, comme dirait Emmanuel Ransford. La haute métaphysique, c'est la base de la spiritualité, mais en aucun cas ça ne doit suivre les traces des anciennes métaphysiques qui se remettent toujours à Dieu au départ. Ah non, et qui reviennent toujours à un mystère de départ. Alors que le problème, la haute métaphysique ne cherche pas l'origine dans le passé, ça n'a pas de sens. Elle cherche l'origine maintenant, la cause maintenant, pourquoi il y a maintenant un dialogue, pourquoi il y a maintenant une relation. Au commencement était le verbe. Ça ne veut pas dire qu'au commencement, il y avait deux pôles qui discutaient. Ça veut dire qu'au commencement, il y a la relation, que c'est cette relation qui engendre les deux pôles. Nuance, ni toi ni moi n'existons, nous sommes deux illusions qui sont à l'intérieur d'une relation, et c'est cette relation qui est conscience et amour et qui engendre les deux polarités. Mais si on étudie les polarités, on ne va jamais rien comprendre. Il faut étudier la relation elle-même, c'est-à-dire le phénomène, le processus de conscience lui-même. C'est ce que je n'arrête pas d'essayer de faire comprendre aux scientifiques et aux philosophes, qui tous tournent autour du pot. Hein. Ils cherchent des Big Bang dans le passé, et ils regardent, c'est 13,8 milliards d'années, non, c'est 13,9, etc. Et puis après, avant il y avait un Big Crunch certainement, puisque ça se dilate. Alors avant ça avait été, mais ça c'est la croyance en la gravitation. Alors si on s'est trompé sur la gravitation, ce qui est le cas, on se trompe aussi sur le Big Bang. Et tout cela est un enchaînement d'erreurs qui viennent uniquement d'une raison. Et je vais te dire la raison de cette erreur fondamentale de la physique, c'est l'ego. C'est le fait que l'ego a besoin de croire à la matière et de croire à son passé. Il a besoin absolument de fonder sa vérité actuelle sur une origine, ce qui n'est pas le cas. Parce que si tu reconnais que la clé de l'être, c'est dans l'instant présent, alors tu es libre. Et c'est cette liberté qui fait peur. Et c'est pour ça que toute la science est fondée sur la croyance en la matière. La physique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on étudie la matière. Et il n'y a pas de lieu d'étudier la matière, puisqu'on sait bien que la matière est dans la conscience. La matière n'est pas quelque chose, et puis on va chercher pourquoi la conscience vient de la matière. Mais c'est absurde. La matière est dans la conscience. J'ai conscience de matière, donc la matière est dans la conscience. Je ne peux pas dire où s'arrête la conscience et où commence l'univers. Ça n'a pas de sens. Et si je fais ça, forcément, toute ma science va être à l'envers. Et c'est le cas aujourd'hui. Toute la science est à l'envers. Elle voit les processus à l'envers. Alors elle croit qu'il y a une expansion de l'univers, une expansion de l'espace. On n'est pas d'accord là-dessus. Alors que c'est une implosion d'amour. C'est exactement l'inverse. Une implosion d'amour à l'intérieur du point zéro et non pas à l'extérieur, une explosion de matière à l'extérieur de ce point zéro. Et cette implosion d'amour, elle s'explique parfaitement, alors que l'expansion de matière, elle ne s'explique absolument pas. D'ailleurs, toutes les théories du Big Bang sont contradictoires entre elles. On nous parle de ces particules qui explosent, qui partent dans toutes les directions, et puis par miracle, elles se mettraient à tourner les unes autour des autres. Ça n'a pas de sens, une seule seconde. Et en plus, quand on regarde l'univers, c'est pas les particules qu'on voit s'éloigner, c'est les galaxies. Alors si on voit les galaxies ou les amas de galaxies s'éloigner, mais c'est pas des particules. Et en quoi le mouvement des particules se serait transmis aux galaxies? Tout cela, c'est des choses qui n'ont absolument aucun sens et qui suffisent à comprendre en 2 minutes que ces théories se trompent. Et elles se trompent pourquoi? Parce qu'elles prennent les choses à l'envers. Elles étudient la matière. Il n'y a pas lieu d'étudier la matière. Il n'y a pas lieu d'étudier l'univers. Lorsque pendant 15 ans j'ai médité pour comprendre l'origine de la conscience, j'ai pas cherché à étudier la matière. C'était pas le problème. Ce qu'il fallait, c'est comprendre pourquoi il y a une sensation de matière. Pourquoi il y a conscience de matière.
Et donc c'est la conscience qu'il faut étudier. Et pour comprendre la conscience, il faut faire abstraction de la conscience, et ça c'est pas facile, j'en conviens. Alors explique-moi la définition de la conscience. Néant. Et à partir de là, comprendre pourquoi la conscience ne peut pas ne pas être. Et comprendre pourquoi elle ne peut pas ne pas être, c'est comprendre que cela est présent, parce que la cause est éternelle. La cause, il y en a une, et cette cause, elle est maintenant. Elle n'est pas hier ni demain, elle est maintenant. Donc il n'y a pas eu un moment où Dieu s'est dit, ah ben je vais commencer à créer l'univers pour pouvoir l'aimer. Ça, c'est une façon enfantine de dire les choses, c'est une façon pour faire comprendre à tout le monde. Mais dans les kabbales, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est pas s'arrêter aux interprétations qu'on donne dans les catéchismes, hein. C'est pas ça les interprétations intéressantes, c'est l'ésotérisme de ces choses-là, l'ésotérisme de la Kabbale qui est alchimique, qui est beaucoup plus abstrait, et c'est purement métaphysique à la base. Et tout cela, c'est pourquoi dans le présent il y a conscience. Si je comprends pourquoi dans le présent il y a conscience, alors je comprends la dualité du néant, et si je comprends la dualité du néant, alors je vais comprendre l'effet de matière, la sensation de matière maintenant, qui ne peut pas être sous une autre forme que sous une forme particulière, c'est-à-dire discontinue. Et à partir de là, comme j'ai compris que chacune de ces particules ne peut être que dualiste, yin et yang, c'est-à-dire attractive et répulsive, puisque c'est toujours séparation-attraction, conscience et amour, espace et temps, c'est la même chose, c'est le seul moyen d'expliquer le temps. Aucune théorie physique ne pourra expliquer le temps, ni la conscience, c'est impossible. On peut l'expliquer que métaphysiquement. Et si Jean-Pierre Petit nous dit que la métaphysique ce sont des hypothèses, c'est le contraire. C'est la physique qui est farcie d'hypothèses en s'imaginant qu'il y a une singularité au départ. Parce qu'il y a, je peux te dire, là-dessus, Franck, j'ai parlé 2 heures avec Jean-Pierre Petit hier pour l'émission de la semaine prochaine. Et il est clair maintenant, il faut dire qu'il est rendu à un âge avancé, là, 83, 84 ans, et il réalise aujourd'hui que la physique, alors qu'il est lui-même physicien de notoriété mondiale, il est convaincu que la physique a fait fausse route. Et il dit, heureusement, en 2017, il y a 5 physiciens qui se sont rencontrés, qui se sont rejoints, et ils sont en train de créer, de former une nouvelle, pas doctrine, j'oserais pas dire ça, là, mais une nouvelle conception de la réalité matérielle expliquée et explicable par des chiffres, par des calculs, par des réflexions mentales. Je fais exprès là, de t'agacer avec ces mots-là parce que c'est ceux que tu rejettes le plus dans la poubelle. Le mental, le calcul. Les mathématiques aussi, bien sûr, qui n'apportent aucune connaissance. Oui. Alors, moi, je vais te poser une question, tant qu'à être conséquent. Ça donne quoi d'en arriver avec ta perception de cette réalité-là? Et ta perception, je dis bien, elle est fantastique parce qu'elle est un point de vue qui est complètement différent et opposé aux physiciens. Et les deux, on dirait qu'ils sont chacun dans leur tour d'ivoire avec une conception absolument certaine parce que tous les deux ont absolument raison. Et c'est exactement la présence du yin et du yang dans lequel un petit peu de lumière ou un petit peu d'obscurité dans l'autre. Parce que j'aimerais te poser une question bien fondamentale. C'est quoi la lumière? Qu'est-ce que c'est qu'un photon? Oui. Einstein, Newton, il disait, la lumière est en nous, il avait bien raison. C'est pas des photons. Aucun photon n'est de la lumière. Ça, c'est la perception, l'interprétation qu'on en donne. Mais c'est toujours pareil. C'est la physique qui fait hypothèse sur hypothèse. Mais la haute métaphysique, la base théorique de la haute métaphysique, la base épistémologique de la haute métaphysique, c'est s'interdire la moindre hypothèse. On n'a pas le droit de faire la moindre hypothèse. Il ne faut s'appuyer que sur des choses absolument certaines. Mais les certitudes ne vont pas être données par l'observation de la matière. Ça va jamais donner de certitude, parce que la matière est une hypothèse elle-même. Étudier la matière, c'est faire l'hypothèse que la matière existe. Et donc, on a déjà fait fausse route. Et donc, c'est pour ça que la science, elle fait fausse route. Et qu'elle continuera, la physique, pas la science, la physique fait fausse route, elle continuera de faire fausse route tant qu'elle s'accrochera à l'observation du monde extérieur. Alors, comment tu définirais la science? La science, normalement, ça devrait être la connaissance. Ça devrait pas être mental. Ça peut pas être mental, et toute la physique est mentale, mais ça devrait pas être mental parce que l'être, la conscience, n'est pas mental. Le mental, c'est une petite partie de la conscience, justement celle qui croit à la matière.
la partie qui perçoit la matière et qui analyse les choses. Ok, ça a son rôle, c'est utile, c'est nécessaire, mais c'est pas avec ça qu'on va comprendre la totalité. Avec quoi? Mais il faut partir de certitudes. C'est vraiment la base. Des certitudes, il y en a. 3 ou 4, pas plus. Descartes, il avait dit, il y en a une, c'est « je pense donc je suis ». Effectivement, c'est une certitude, ça. Personne ne pourra démontrer le contraire. Il n'est pas question de prétendre que je ne suis pas. Ça n'a pas de sens. Mais lorsqu'on dit « je pense », curieusement, il y a beaucoup d'inventions qui arrivent en même temps parce que plusieurs humains partout sur la Terre pensent à la même chose. Au bon moment, l'information vient d'arriver sur Terre et je pense. Réfléchis comme il faut, si c'est toi qui as pensé ou si c'est pas une réflexion. La réflexion dit tout de suite, la Lune réfléchit la lumière du Soleil. C'est pas une lumière, celui qui réfléchit, il n'est pas la lumière, il allume sa lumière. C'est comme on voit des fois, là, cling, la lumière qui allume au-dessus de la tête, parce qu'il réfléchit, il reçoit de l'énergie de quelque part. Qui est le penseur? C'est la conscience. Mais ce qui est important, c'est de reconnaître qu'il n'y a qu'une seule conscience. Mais dans le mot conscience, il y a le mot con, il y a le mot science et con qui va dire avec science, comme connaissance. Tu disais c'est la connaissance. La connaissance, c'est naître avec. Naître, la naissance, avec quoi? Avec la conscience. Naître avec. Mais ça veut dire que c'est déjà en dehors de l'être. Et la conscience, elle est en dehors de quelque chose. En dehors de quoi? Ben c'est ça. C'est la question que je te pose. En dehors de rien du tout. C'est tout qui est à l'intérieur de la conscience. J'ai conscience de toi, donc tu es dans ma conscience. Tu as conscience de moi, donc je suis dans la conscience. Ben, je pourrais te répondre, la conscience est dans le un. Mais la conscience est une. Sinon, si la conscience n'était pas une, on ne pourrait pas communiquer. Si on n'était pas dans la même conscience, on ne pourrait pas communiquer. Et c'est pour ça que tout le monde pense la même chose. On est 7 milliards à croire qu'on est terrien, à croire qu'on est des êtres humains. Et puis tous les animaux croient qu'ils sont des animaux et qu'ils sont aussi sur la Terre. Et puis on a d'autres sur d'autres planètes qui croient tous qu'ils sont dans un univers, etc. Tout ça, c'est la même conscience qui a évidemment partout une image différente d'elle-même. Mais il y en a beaucoup qui ont des points communs énormes. Nous avons le point commun d'être francophones, d'être des êtres humains, d'être sur la planète et de s'intéresser à l'origine de l'univers, etc. Nous avons plein de choses qui sont semblables, mais tout cela, c'est parce que c'est une seule conscience qu'il y a ce lien entre nous. Sinon, il n'y aurait rien du tout. Je ne pourrais pas avoir conscience de toi si tu étais extérieur à ma conscience. Donc il ne peut pas y avoir ma conscience et d'autre part l'univers. S'il y avait d'une part la conscience et d'autre part l'univers, je n'aurais pas conscience de l'univers. Pour qu'il y ait conscience d'univers, en fait il n'y a que ça, il y a conscience d'univers, donc l'univers est dans la conscience, il n'est pas extérieur à la conscience. On ne va pas dire que c'est la conscience qui vient de l'univers ou la conscience qui vient du corps. Le corps est dans la conscience. Mon corps est dans la conscience. Alors, quand il y aura plus corps, il y aura encore la conscience. Alors comment quand il y aura plus corps, il y aura encore la conscience. Où tu places les humains qui n'ont pas conscience? C'est pas une hypothèse. Qui n'ont pas conscience, les humains qui n'ont pas conscience. Tu sais, quand on dit « j'ai perdu conscience », on a perdu connaissance, on a perdu la conscience. En perdant la connaissance, on perd la conscience. Et on perd conscience. Où est-ce que tu as vu une absence de conscience? C'est quoi cette hypothèse? Ben, d'abord, l'être qui meurt, est-ce qu'il demeure dans la conscience? Ben, il y a suffisamment de témoignages pour le penser, mais ce n'est pas une question de témoignage, c'est une question d'évidence. La conscience ne peut pas... Une fois qu'on a compris l'origine de la cause de la conscience, on comprend que la conscience ne peut pas s'éteindre. Et qu'elle ne s'éteint pas. Parce qu'à chaque instant, la cause qui engendre la conscience à partir du néant est toujours reproduite, éternellement reproduite. À chaque instant, il y aura toujours la conscience. Alors, après, cette conscience se vit d'une multitude de façons, et chacun d'entre nous est une façon pour la conscience de se vivre, mais il n'empêche que c'est qu'une seule conscience, et que tous ces individus, tous ces personnages et toutes ces formes dans l'univers, tout ce qui nous entoure, les animaux, les plantes, etc., tout cela est dans la conscience. Ce sont des façons différentes pour la conscience d'avoir une image d'elle-même. La conscience a une multitude d'images d'elle-même, à l'infini potentiellement. Et toutes ces images d'elle-même, évidemment, fait qu'il y en a beaucoup qui ont des points communs, qui sont quasiment les mêmes, presque. Ils sont pas... Oui. Le Ein, l'œil qui voit la multitude d'êtres variés, qui lui permet, lui, de réaliser qu'il est
en train de vivre, d'expérimenter par la vie, le principe vital, la vie. J'aimerais que tu m'expliques aussi la définition de la vie. Qu'est-ce qu'est la vie? Parce que pour Jean-Pierre Petit, c'est fondamental d'en arriver à comprendre qu'il y a de la vie. C'est de partir de zéro, là, de ton néant, là, c'est zéro, puis à un moment donné apparaît le chiffre 1. Pour les mathématiciens, c'est un phénomène incroyable. Le zéro n'était même pas reconnu. Ça a pris des années, des siècles, avant que l'humanité, qui faisait déjà du calcul, réalise que zéro existe. Et le zéro, finalement, est fondamental. Mais d'un côté, tu as les chiffres positifs, et de l'autre côté, tu as les chiffres négatifs. Alors, il faut savoir... Ça, c'est le mental qui les invente. Les chiffres négatifs, c'est le mental qui les invente. Il aime bien les mathématiques, le mental, mais les mathématiques n'apportent aucune connaissance. Bon, la philosophie... Connaissance effective avec les mathématiques. Oui, mais les philosophes grecs ont été inspirés beaucoup par l'Égypte et particulièrement par la table d'émeraude. Et la table d'émeraude commence, tu sais c'est quoi la table d'émeraude, je sais que tu connais tout ça, là, mais j'en parle pareil pour que le public qui nous suit ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, etc. Oui, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, mais la premier dicton, c'est l'univers est mental. Est mental, l'univers est mental. Oui. Ben oui, mais l'univers est mental et toi tu craches sur le mental. Oui, non, c'est une interprétation. Le mot mental, dans toutes les langues, on peut le confondre. Mais l'univers n'est pas mental. Le mental est une partie de l'univers. Je préfère cette définition du mental. Je veux dire, le mental, c'est la partie alors, comment tu définirais, traduisons la table d'émeraude comme il faut. L'univers est? L'univers est sensation. Ah, t'as peu. L'univers est... oui. Moi, je te dirais l'univers est émotion. Émotion, si tu veux, mais ce n'est pas... C'est pareil. Les émotions, c'est quand même une partie de notre sensation d'être qui dépendent beaucoup du mental. Il y a une hiérarchie de toutes ces choses-là. Je ne sais pas si j'ai pas le bouquin là-dessus, mais c'est un autre livre qui s'appelle Guéris-toi toi-même que j'ai écrit et où il y a une pyramide comme ça qui est expliquée. Bon, c'est une image pour expliquer ça, que le mental détermine les émotions, etc. Alors que, bon, on peut pas les mélanger. Il faut se donner des définitions qui soient utilisables. Alors, j'essaye de les donner émotions, tu as les sensations en bas, parce que pour les orientaux, les Chinois, entre autres, il y a les 3 Tantien. Alors, le Tantien de plus bas, c'est les sensations, les émotions qui viennent avec le cœur, et les sentiments qui viennent avec la partie supérieure de l'être. Oui. Enfin, l'essentiel, c'est de dire que c'est de l'esprit. Peu importe qu'on donne ces définitions, on pourrait se les donner et les préciser, mais globalement, on va dire c'est de l'esprit. C'est-à-dire, ce n'est certainement pas de la matière. L'univers, c'est de l'illusion. L'illusion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est dans la conscience. C'est pas péjoratif de dire l'univers est illusion. C'est simplement que c'est dans la conscience. C'est pas extérieur. Il n'y a pas un univers objectif dont j'ai conscience. Il y a la sensation d'univers qu'on appelle conscience. Et c'est cela on a de la misère hein, dans un monde très matériel, mais très matérialiste. On a ici au Québec un neurologue formidable qui s'appelle Mario Beauregard et qui vient d'écrire un livre sur justement l'univers post-matérialiste, après le matérialisme. Oui. Et tu reviens souvent avec l'idée esprit, conscience, etc. Mais il y a quand même une réalité physique, toc, 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 réel, comme dirait l'autre. Le mot réel vient de Reich en grec. Quand tu dis ça, tu dis c'est une sensation. J'avais un ami qui disait, mais si je me tape la tête contre les murs, ça fait mal, donc la matière existe. Mais non, ça veut simplement dire que la sensation de matière existe. La sensation d'avoir mal et de résistance existe. Et cette sensation de résistance, c'est l'opposition yin-yang. C'est parce que d'un côté je vais à l'infini, de l'autre côté je résiste à cette évolution, donc j'ai l'impression de particules atomiques. C'est tout. C'est la seule raison pour laquelle il y a illusion de matière en permanence. Mais c'est pas parce que c'est de l'illusion que c'est péjoratif et qu'il faut pas en tenir compte. Il n'y a que ça. Il n'y a que ce processus d'illusion. Et ce qu'il faut expliquer, c'est ce processus d'illusion lui-même. C'est pas d'analyser la forme de l'illusion en disant, l'illusion, elle est comme ci, elle est comme ça, donc j'en conclus ceci, cela. Ça, on tournera en rond dans les hypothèses. Il faut, c'est comprendre la sensation elle-même. Alors, et qu'est-ce que ça change de comprendre ce que tu nous expliques? Ben, ça change tout, puisque... donc, tu voudrais dire qu'on pourrait faire un monde meilleur grâce aux connaissances que tu as. Bien sûr. C'est le but du film que j'ai réalisé, là, qui dure 7 heures, dont tu parlais tout à l'heure, pour montrer, d'abord pour expliquer
comment l'erreur physicienne, quelque part, est une manipulation sur un certain plan, engendre les erreurs qui nous amènent à la destruction de la planète, par exemple, à la guerre, à un tas de choses comme ça, et que si on revient à la haute métaphysique, c'est-à-dire à l'hyper-rationalité, une vraie rationalité qui s'interdit des hypothèses, et en particulier l'hypothèse que la matière existe, et donc on va posséder la matière, donc que l'ego existe, etc., et donc on va le défendre par rapport aux autres égos, etc., alors le monde change totalement, forcément. Mais il faut pour ça qu'on ait compris. Et comprendre, c'est quand même le but de l'homme. S'il y a quelque chose de particulier dans l'être humain, c'est quand même de chercher à comprendre. Pour l'instant, apparemment, majoritairement, il n'a pas compris, mais nous évoluons et petit à petit, nous entrerons dans une civilisation où on aura tous compris et où on enseignera cela à l'école. On saura dès l'école pourquoi il y a la conscience et pourquoi cette conscience engendre l'effet de matière et en quoi cette matière qui m'est extérieure et l'autre qui est à l'extérieur apparemment de moi, c'est une partie de ma conscience et que donc je dois avoir le plus grand respect, le plus grand amour, la plus grande dévotion par rapport au monde extérieur et non pas chercher à l'exploiter, à le posséder, etc., comme on le fait aujourd'hui en politique, en économie, oui, ben, dans etc. les religions orientales, le bouddhisme, entre autres, ils misent beaucoup sur le respect de la nature. Ils vont éviter d'écraser même une fourmi et puis ils toucheront pas une vache sacrée, Oui, etc. ils ont compris. Ces gens-là ont compris. Oui, oui, en effet. Alors que quand on fait de la physique, on fait des bombes et on essaye de tuer son voisin. C'est tout ce à quoi ça aboutit. Cette semaine qui vient, là, le 21 avril, à tous les ans, Poutine fait son discours de l'état de l'Union soviétique, qui est maintenant la Russie, qui n'est plus l'URSS. Mais le 21 avril, cette semaine, on sait que les Américains se retirent d'Afghanistan, puis presque instantanément, c'est des chars soviétiques qui vont rentrer. Il y a vraiment, là... Et j'aimerais savoir, toi, si tu étais impliqué... j'ai reçu, moi, un conseiller de Jacques Delors, un des créateurs de l'État, de la communauté économique européenne. Mm. Et il est déçu parce qu'évidemment, le Brexit est arrivé. Après ça, c'est la dislocation rapide de tous les États qui ont de la misère à vivre ce que j'appelais les États-Unis d'Europe. Mais là, toi, Franck Athènes, quelles seraient les décisions que tu prônerais à prendre pour le bien de l'humanité? Dis-moi pas les petites pattes croisées, les méditations pour arriver à être conscient d'être conscient. Là, tu es loin de la réalité physique, psychologique de l'humanité. Comment aider le monde si tu étais en autorité? On ne peut pas avoir d'autorité sur le monde lorsque le monde n'a pas la connaissance. On ne peut pas avoir d'autorité sur lui. On pourra dire ce qu'on voudra, les gens n'écouteront pas. Il faudra les forcer, et donc on sera toujours dans l'erreur. Pour arriver... Le but, c'est que... Bon, tout le monde est en évolution, tout le monde évolue, les physiciens comme les autres. Et tous les gens qui nous écoutent sont en recherche et en évolution, et c'est très bien. Et honnêtement, là, c'est pas pour avoir plus de pouvoir pour dominer sur l'autre. Là. Il y a des gens très honnêtes et sincères qui se disent bien sûr. Comment on peut arriver à l'harmonie, d'abord dans sa famille, dans sa maison, ou autour de soi, etc. Bien sûr. Confucius le disait, mais les paroles de Confucius sont quasiment mot pour mot celles de Jésus, et 500 ou 600 ans plus tôt. Et... Ou peut-être que Jésus est allé en Orient, puis il a appris plein de choses, puis il est revenu pour répéter ces choses-là c'est bien possible. En Palestine, dans un pays où les gens avaient la tête dure, puis ils suivaient la lettre, et il leur disait en pleine face, la lettre tue, l'esprit vivifie. Oui, c'est bien possible. Non, ce qui compte... Mais alors, si tu étais en autorité, tu me dis, ce serait d'enseigner. Tu sais que d'après les textes prophétiques, et Jésus l'avait annoncé en disant, je parte et je dois partir, pour que l'Esprit vienne. Et l'Esprit viendra, comme il est venu sur la tête des 12 apôtres, d'un seul coup, bang, les gens ont une révélation intérieure qui leur permet enfin d'être connectés et d'avoir compris. Et c'est peut-être ce qui se prépare. Cette compréhension-là, c'est une illumination oui. D'emblée très simple, mais très difficile, qui consiste à se dire, si j'ai conscience d'une chose, c'est forcément que cette chose est dans ma conscience et non pas extérieure à ma conscience. Donc c'est moi, c'est ma réalité. Le monde extérieur, c'est mon corps. L'univers, c'est mon corps.
L'autre, c'est mon corps. C'est mon corps en tant qu'être. Et pour reconnaître que c'est mon corps en tant qu'être, il faut que je reconnaisse aussi que ce corps-là n'est pas moi. Que ce corps-là, c'est un corps à l'intérieur de la conscience que je suis. Et je suis la conscience, et mon corps, mon ego, c'est tout à fait autre chose. C'est une partie de cette conscience. Et tous les autres égos sont une partie de cette même conscience que je suis. C'est pour ça que tu disais tout à l'heure, avant qu'Abraham fût, je suis. Parce que Abraham, c'est dans le temps, et donc c'est de l'illusion, mais je suis, c'est dans le présent. Et ça, c'est pas de l'illusion, c'est la pure réalité. Et lorsque je m'identifie à je suis, au lieu de m'identifier à Franck, alors le monde change. Et si, le jour où chacun a fait tilt, a dit « Ah, ça y est, j'ai compris, je ne suis pas ce corps, je suis la conscience qui provisoirement vit ce corps, vit les expériences de ce corps, ouais. Comme elle vit ailleurs les autres expériences dans les autres corps, et que si les autres ne vivaient pas leur expérience dans leur corps, je ne pourrais pas être le corps que je suis, je ne pourrais pas m'identifier à ce corps-là, alors on a tous besoin des uns des autres. Et il n'y a plus de possibilité de s'opposer les uns aux autres. On ne peut qu'accepter et aimer les autres. Et donc, à ce moment-là, il n'y a plus besoin d'autorité politique dessus, parce que chacun va être sa propre autorité. Mais tant que ce n'est pas le cas, eh bien, il y a de la politique. Mais c'est une étape dans l'humanité. Et tant qu'il y aura de la politique, ça voudra dire qu'on a besoin de cela, et qu'on n'est pas encore dans la connaissance. C'est pour ça qu'on va passer dans ce qu'on appelle la 5e dimension, c'est-à-dire dans une dimension supramentale, et non plus mentale, où on saura qu'on est les corps à l'intérieur d'une même conscience, et que soit c'est cette conscience. Soit c'est cette conscience. Ce n'est pas le corps, ce n'est pas la personne. Et à partir de là, il n'y a plus de peur de la mort. Il n'y a plus de peur de la mort, puisque je suis la conscience. Donc mon corps, j'ai pas toujours été Franck, je ne serai pas toujours Franck. Il y a une période où il n'y avait pas Franck, il y a une période où il n'y aura plus Franck, il y aura autre chose, mais ce sera toujours la conscience qui sera là, qui animera autre chose, comme elle anime tous les brins d'herbe, tous les animaux, etc. Et donc le respect de la vie, le respect de tout ça, il va de soi. C'est l'amour. C'est l'amour parce qu'on sait qu'on est un. On a toujours l'impression d'être séparés, donc on peut manifester cet amour parce que la conscience est éternelle, mais cette conscience ne se vit que dans l'amour. Elle ne peut pas faire autrement. Et c'est cela qui fait que la civilisation est différente. Et c'est cela qui fera que cette civilisation sera différente. Et ça va venir de toute façon pour nous. On ne peut pas faire autrement parce que l'évolution est inévitable. On évolue toujours vers le but qui est le but qui engendre la conscience, qui est la cause de la conscience, on évolue toujours vers cela. On n'y peut rien, on est toujours en train de créer Dieu. Dieu est le but de l'univers, ce n'est pas l'origine. On est en train de créer cette unité, cette compréhension, cette illumination, et non pas... et c'est la seule réalité, c'est notre poursuite de ce but, de cette nécessité absolue vers laquelle nous allons tous. Mais on y va pour s'apercevoir qu'on est un, qu'on est une seule conscience. Mais avant de se croire une seule conscience, on se croit des égos dispersés. Et donc on est en concurrence avec les autres, les uns avec les autres. Et donc on veut prendre à l'autre, on se dit si je prends ça, eh ben moi je l'aurai, l'autre il l'aura plus, et c'est super. Alors que c'est le contraire. Si je considère que je suis le je suis, comme disait Yahvé à Moïse, je suis le je suis, ayez cher ayez, eh bien dans ce cas-là, évidemment, je vais devenir la providence pour les autres. C'est-à-dire qu'il n'y aura qu'une seule chose qui sera ma préoccupation première, c'est de permettre à l'autre son épanouissement spirituel et son épanouissement tout court, sa réalisation. L'aider toujours à grimper, parce que c'est en faisant grimper les autres que je me fais grimper, et je ne peux pas faire autrement que de grimper de toute façon. Donc on est tous là pour s'aider les uns les autres, on est tous là pour s'entraider, on est tous là pour se donner la vérité, de donner ce qui est le plus vrai en nous, c'est-à-dire cette source d'amour que nous sommes tous. C'est la même source d'amour qui en moi parle et qui en toi parle, c'est clair, c'est la même source d'amour, il n'y en a qu'une. Eh bien nous sommes tous cette source d'amour, et il faut la manifester, et pour la manifester il faut avoir compris. C'est pour ça que les alchimistes ils disaient la connaissance mène toujours à l'amour, mais l'amour ne mène pas toujours à la connaissance. C'est pas la dévotion, c'est pas etc. qui amène à la connaissance, c'est la compréhension qui amène à l'amour. Il faut d'abord comprendre qu'il n'y a qu'une seule conscience et que tout ce que nous percevons est la forme de cette conscience, ce que certains physiciens reconnaissent d'ailleurs depuis longtemps. Planck le reconnaissait, Philippe Guillemot le reconnaît, Philippe Bobola le reconnaît, on en parle dans mon film, je les ai interviewés dans le film, oui, oui. Etc. Et même il y en a plein d'autres qui reconnaissaient ça. Mais ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi. Ils ne se comprenaient pas pourquoi, bien que nous sommes un, nous avons l'impression d'être séparés. Ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi, bien que nous sommes zéro, l'instant présent,
nous avons l'impression du temps. Et tout ça, c'est ça qu'il faut expliquer. Une fois qu'on l'a compris, il n'y a plus de mystère. Et une fois qu'il n'y a plus de mystère, il y a l'amour. Il y a l'amour parce qu'on ne peut pas y échapper. On ne peut pas ne pas aimer son prochain comme soi-même lorsqu'on a compris que son prochain, c'est soi-même. C'est une partie de soi-même, une partie de la conscience que nous sommes tous. Nous sommes tous la même conscience, nous sommes tous la même source d'amour. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas une ici dans Franck, une là-bas avec Richard. Non, il y a une seule conscience, une seule source d'amour qui ici se prend pour Franck, là se prend pour Richard, là se prend pour des lunettes, se prend pour autre chose. C'est toujours la même conscience et la même source d'amour. Et c'est ça qui fait que tous les atomes sont en amour les uns par rapport aux autres. Ils voudraient bien s'unir, mais pour des raisons d'attraction-répulsion mon père explique depuis 1955, ces particules ne peuvent pas s'unir. Dans certaines conditions, elles se mettent à tourner les unes autour des autres, comme nous tournons les uns autour des autres, sans jamais fusionner vraiment. Et tout cela a des conséquences colossales dans tous les domaines, dans le domaine psychologique, dans le domaine spirituel, etc. Mais encore faut-il s'y ouvrir. Encore faut-il se dire, ok, je veux bien commencer à changer mes points de vue et me dire que non, finalement, la matière n'est pas une certitude. C'est pas parce que j'étudie la matière que la matière est une certitude. Ce qui est une certitude, c'est ma perception de la matière. C'est ma croyance en la matière. Ça, oui. Ça, bien sûr. J'ai la sensation de matière. Je peux pas revenir dessus. Mais la matière elle-même, certainement pas. La matière est une illusion totale. C'est la sensation qui existe. Cette sensation, elle change tout le temps. Donc on ne peut pas définir l'univers, on ne peut pas définir l'ego. L'ego, il change tout le temps. Je ne suis pas le même ego maintenant qu'il y a 5 minutes, toi non plus. On ne peut pas se définir en tant qu'ego. Ce que le mental veut, c'est figer les choses. Et dire, moi je suis Franck, je suis comme ça, et les autres c'est eux, et puis je suis pas comme eux, et puis il faut que je mette en avant tout ce qui me distingue des autres, etc. Ça, c'est l'erreur qui nous mène à la catastrophe et qui mène la planète actuelle à la catastrophe. Donc si on veut changer quelque chose à l'évolution de l'humanité, à l'évolution de la planète, c'est évidemment en développant la connaissance. Et c'est pour ça qu'on forme des enseignants de la paix. À l'université francophone de haute métaphysique et de métaphysique coopérative que j'ai créée en 2015, mais j'enseigne la haute métaphysique depuis bien plus longtemps que ça. Dans cette université, donc, je te donnerai le lien d'ailleurs si tu bon, oui, j'aime bien parce que j'aime bien que l'émission apporte beaucoup d'informations pour que les gens puissent suivre et continuer. La seule chose qu'on a à faire, comme on enseigne à l'université francophone de haute métaphysique, c'est justement de former des enseignants de la paix, c'est-à-dire des gens qui ont compris, qui savent qui ils sont, qui savent ce que c'est que l'univers, qui savent quelle est une relation juste à l'univers et qui ont envie de contribuer à faire connaître cette connaissance-là, parce qu'ils savent que c'est la seule solution pour que l'humanité vive dans l'amour comme c'est sa vocation, et qu'elle soit une gardienne de la planète et non pas la destructrice de la planète. Et là, il faudra poser la question, parce qu'on va se quitter bientôt maintenant, Franck Atem, et on continue pour le Club Créé, encore une fois, je le répète aux gens, c'est la façon qu'on réussit à maintenir l'émission ici toutes les semaines. Vous avez vu la qualité de ce personnage? Ben, il y en a encore long à nous dire. Je vous donne juste des pistes. Quand on lui dit, est-ce que A plus B égale C? C'est la même chose que B plus A égale encore C. Il dit non. Si vous dites A plus B égale C, d'accord, mais ça ne veut pas dire que B plus A égale C. Tu es d'accord avec ça? J'ai entendu ça de Franck Atem sur une des... Pas exactement, mais enfin, c'est un peu... Non, mais j'ai aimé ça. C'est Rudolf Steiner, dont tu as ouvert la porte en parlant de supramental, a déjà expliqué exactement la même chose. Tu as eu vent de Bernard de Montréal? Oui, on va souvent comparer à Bernard de Montréal, c'est vrai. Ben oui. Alors, justement, le mois d'avril a passé surtout sur le concret, parler dans la physique. On a commencé par un théologien, après ça un physicien, après ça un métaphysicien cette semaine, la semaine prochaine un autre physicien, Jean-Pierre Petit, puis après ça on va entrer dans le mois de mai. Mais on va être dans le supramental au mois de mai. Ça voudrait dire, Franck, il va falloir qu'on se revoie, mais on va avoir avec plaisir des invités qui vont nous parler de Bernard de Montréal. Toi, tu n'auras pas besoin de nous parler de Bernard de Montréal, tu vas carrément nous parler, toi, de supramental. Absolument. Et puis, il faut dire que même le supramental a différentes définitions. C'est pas le même supramental que Steiner ou que
Aurobindo ou que Satprem ou que... Alors chacun a son supramental et il faut comprendre des choses à travers tout ça. On évolue. Et ça va être une des grandes questions que je vais poser à Franck Hatem pour le Club Créé dans quelques instants. Alors je me retourne vers la caméra Dieu. Bonjour tout le monde. Oui. Alors c'est la caméra d'en haut qui nous permet de voir tout le studio. Oui, c'est une belle rencontre encore aujourd'hui. Hein. Alors, manquez pas d'écrire vos commentaires en bas, d'aller dans le complément surprenant qui est juste ici. Premier commentaire épinglé. Vous pouvez avoir le lien pour aller voir le fameux film de Franck Hatem qui est disponible sur Internet gratuitement, 7 heures. 7 heures, si vous n'en avez pas eu assez à votre goût, là, reprenez les entretiens de Franck Hatem. Il y a un site intéressant qui contient beaucoup de vidéos. Ah oui, c'est un personnage qu'il fallait rencontrer un jour. J'avais tellement hâte que ça se produise. On est dans des moments précieux, là. On le sent très bien que la planète Terre est en train de vivre un grand moment de silence. C'est comme si la Terre arrêtait, là. Hein? Les gens réfléchissent, commencent à avoir une réflexion. Et dans la guerre des étoiles, on dit ta réalité, c'est ta concentration qui détermine ta réalité. Ta concentration, ça voudrait dire une concentration de quoi? De son attention, de sa conscience qui détermine ta réalité. Et il nous a parlé, Franck Hatem, d'évolution. Alors ça veut dire qu'il y a des échelles. Tout le monde est un, oui, mais tout le monde n'est pas le un à la même place, comme dirait l'autre. Tout le monde est au paradis pour vivre le bonheur éternel, mais tout le monde n'est pas assis à la même place dans le paradis. Alors on va essayer de comprendre comment encore voir des séparations dans ce qui ne devrait jamais être des séparations, des divisions. Bonne réflexion sur tout ça. Merci et je demande à Geneviève de lancer le générique comme à l'habitude. Il y eut un soir, il y aura un matin. Nous venons d'assister au Vidéorandia du samedi soir. On voit Montréal à l'horizon, à 45 km de Mont-Saint-Hilaire. Pour la première, samedi le 17 avril 2021, le numéro 16. Directement de Mont-Saint-Hilaire. Conception, animation et montage Richard Glenn. Notre invité, M. Franck Hatem, métaphysicien, directement du nord de la France. Il y a une version pour le Club Créé en privé, aux abonnés du mois d'avril. Toujours sur le thème au-delà du quantique, et vous verrez un phénomène se produire, quelque chose de très rare sur Internet. Ne manquez pas de lire le complément de Gilles Surprenant. C'est le lien qui est sous le Vidéorandia, premier commentaire épinglé en haut de tous les autres. À la supervision technique, Emmanuel, Stéphane et Donald. Recherchiste Louis Ferland. À la régie, Spirale. Et la création du nouveau site du Club Créé, François Deschamps, webmaître. Le nouveau site du Club Créé est à l'adresse orandia.ca. Tout le monde peut aller visiter et les abonnés ont accès au contenu de ces salles pour les mois de janvier, février, mars et même avril. Le contenu sera ajouté d'ici la fin du mois d'avril. Voici notre suggestion extraite des archives d'ésotérisme expérimental. Prenez bonne note des adresses ici mentionnées, très utiles, en n'oubliant pas celle du Club Créé, orandia.ca. Merci et au plaisir.